Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne africaine de télévision. Nous sommes là à l'émission 7 Afrique avec nos chroniqueurs puisque l'actualité a également été au rendez-vous au cours de la semaine. Et pour évoquer différents sujets sur ce plateau de 7 Afrique sur la LCA, j'ai autour de moi 4 invités. À l'extrême droite, M. Abdul Karim Bagyan Dilota, il est leader de la société civile. Il représente ici le mouvement de libération, le MDL. Juste à côté de moi, à ma droite, je suis avec M. Adama Bayala. M. Adama Bayala est le président du réseau national des consommateurs du Faso. Et à l'extrême gauche, vous avez M. Abraham Badolo, il est le président de l'ADP. Et juste à côté, à ma gauche, M. Isiaka Ouedraogo du CISAG, le Conseil d'information et du suivi des actions du gouvernement. Bienvenue, mesdames, messieurs, à cette émission et toutes nos excuses pour le retard constaté dans le démarrage de cette émission. La raison est toute simple. Nous avons voulu mettre les petits plats dans les grands pour vous permettre d'être dans une écoute très agréable. Allez, bienvenue donc une fois. Alors, je le disais tantôt, l'actualité a été au rendez-vous la semaine et le lieutenant-colonel Yves Didier Bamoni, le commandant des opérations du Théâtre National, a animé une conférence de presse le vendredi dernier ici à Ouagadougou. Au cours de ce point de presse, le lieutenant-colonel a fait le point de la situation sécuritaire à travers le territoire burkinabé. Bonne nouvelle puisqu'il annonce que l'armée burkinabé monte en puissance et surtout que des déplacés internes sont en train d'être retournés chez eux. Nous évoquerons le sujet tout à l'heure. D'abord, dans un premier temps, avec M. Abdul Karim Bagyan Dilota. Vous êtes du MDL, le mouvement de libération du Burkina Faso. Alors, des notes de satisfaction, M. Abdul Karim Bagyan Dilota, quand on dit que les déplacés sont en train de repartir chez eux, quand on dit que l'armée monte en puissance, quand on dit que l'armée est plus que jamais déterminée. Bonjour M. Salib, bonjour à l'ensemble des téléspectateurs de l'Afrique, de cette Afrique. Bonjour à mes chers frères et invités. Maintenant, permettez-moi d'entrer de féliciter l'ensemble des agriculteurs du Burkina Faso parce que nous sommes dans l'entame de la saison pluvieuse et demander au bon Dieu de faire de telle sorte pour que cette saison-là puisse être une saison bénéfique, cette saison pluvieuse puisse être une saison bénéfique pour l'ensemble des Burkinabés. Maintenant, pour revenir à votre question, en tant que Burkinabé, en tant que patriote, en tant qu'homme qui est épris de la quiétude et de la stabilité de mon pays, je ne dirais pas que je suis à 100% rassuré de ce qui se passe sur le terrain, mais je reconnais avec humilité qu'il y a un travail qui se fait, il y a un travail terrain avec ce que le commandant Bamouni a eu à dire lors de son point de presse. Et moi, je ne suis pas surpris, parce qu'il y a un adage qui dit qu'un homme qui jouit de toute sa virginité ne doit pas être étonné d'avoir un enfant. Parce que j'ai accepté accompagner le MPSR, j'ai accepté cheminer avec eux, parce que je croyais en eux, puisqu'à un moment donné de notre vie, notre pays était délaissé, notre pays avait été enfoncé au fond des trous, et qu'à un moment donné, ceux-là même qui étaient les premiers cibles, je vais parler des FDS, de l'armée nationale, à un moment donné, ils ont jugé bon de prendre les responsabilités et de parer à ce mal-là qui est en train de prendre de l'ampleur à un moment donné. Je vais parler de l'insécurité. Donc le résultat qui vient d'être engagé par nos FDS, moi je ne suis pas étonné et je pense que dans les jours à venir, il est tout à fait normal que l'armée multiplie les efforts, multiplie les forces nécessaires pour pouvoir amener la quiétude et la stabilité sur notre terre. Merci, M. Abdul Karim Bagyan Dilota. Alors, vous êtes d'avis, M. Adama Bayala, membre du réseau national des consommateurs du Burkina. Avant tout propos, je voudrais me réjouir de compter sur le présent plateau au nom des consommateurs vivant sur le territoire national burkinabé. Je dois dire que la sortie du lieutenant-colonel Yves Didier Bamouni n'a pas comblé nos attentes. Vous aurez remarqué qu'à l'avènement du MPSR aux affaires en date du 24 janvier 2022, l'élan, l'enthousiasme, la joie qui animait les Burkinabés. C'est dire que cet enthousiasme, cette ferveur, cet élan de liberté, de bonheur a été inspiré par une pensée d'un philosophe anglais, Thomas Hobbes, philosophe du XVIe siècle, qui disait «
entre la sécurité et la liberté, lui préférait la sécurité. Parce que pour lui, la sécurité, c'est le tabernacle de toutes les autres valeurs. Mais qu'en est-il? À l'analyse, Yves Didier Babouni a dit que les forces armées, je dois reconnaître que des efforts sont faits sur le terrain. C'est vrai. Il y a action conjuguée entre artillerie et puis armée de l'air, ce qu'on ne voyait pas trop par le passé. Il cite les zones d'opération où il y a eu des avancées qui ont été enregistrées. Il parle du Sahel, il parle du centre-nord, il parle également de la boucle du Moun. J'ai envie de dire, après un checking, que la région de l'Est semble en déshérence, abandonnée. Il dit qu'il ne veut pas citer les villages, les localités, les hameaux de culture qui ont été récupérés au risque que les populations vivant dans ces zones ne subissent les représailles des terroristes. Mais il n'a pas été conséquent en cela que, dans son propos même, il a tenu à remercier les populations pour leur contribution. C'est dire donc ici aussi qu'il jette en pâture la population. C'est dire que leur communication n'est pas à la hauteur. Alors il n'aurait pas dû utiliser une communication de masse pour remercier les populations. On aurait pu ici utiliser la communication interpersonnelle. Maintenant, pour ce qui est des localités, bon, nous on a envie de dire, parce qu'il cite Tongobael, il cite Silgadi, il cite Bourasso, il cite Sonakui, j'ai envie de dire que s'il y a eu des avancées, c'est autour de ces localités. Nous ne sommes pas satisfaits. En cela qu'il n'a pas cité, c'est bien pour préserver la quiétude de ces populations, on prend ça. Mais les jours à venir, j'ai envie de dire, nous édifierons sur ce qu'il en est sur le terrain. Mais déjà, les résultats sont là. Il faut le reconnaître. Peut-être, je ne sais pas si c'est l'avis de M. Isiaka Ouedraogo. À moins que vous me dites quels sont ces résultats, avant que je donne mon avis. Il a énuméré les résultats engrangés. Oui, mais les résultats Le lieutenant-colonel l'a dit, M. Bayala l'a répété tout à l'heure. Vous avez des déplacés internes qui retournent chez eux. Vous avez l'armée qui reprend du terrain à travers donc, la neutralisation de chefs terroristes. Ce ne sont pas des résultats pour vous? Mais écoutez, moi je n'ai aucune preuve tangible que des populations sont en train de retourner chez elles. Ça c'est un. Et secondo, je pense que ça ne suscite pas de publicité. Hein? Cela ne suscite pas de publicité. Il ne devrait pas animer la conférence? Attendez. Non, je vous pose la question. Quand les populations ont déserté leur localité, est-ce que c'est les autorités qui ont fait une communication pour dire que les populations sont en train de déserter leur localité? C'est la même chose. Quand les populations vont commencer à regagner leur localité, ce n'est pas au gouvernant de nous dire que les populations sont en train de regagner leur localité. Nous-mêmes, nous allons l'apprendre par nos populations qui sont en train de retourner chez eux et nous allons avoir ces preuves-là. Pour le moment, nous n'avons aucune preuve que des populations sont en train de rentrer chez elles. À l'instant T où je parle, mais moi je pense qu'il faut avoir le triomphe modeste. Si encore triomphe il y en a. Parce que pour moi, il n'y a aucun triomphe ici. Il n'y a aucun triomphe. Et je pense qu'il y a une très mauvaise communication, comme l'a dit Bayala tout à l'heure, il y a une très mauvaise communication autour de cette affaire. Je vous explique quelque chose. Quand on me dit aujourd'hui qu'il y a espoir et qu'il y a en fait des résultats sur le terrain, pendant ces temps, vous avez la RN3, vous avez Ouaga, Kayadori, impraticable. Si ça, on ne peut pas y aller. Vous avez Dori, Niger, on ne peut pas aller. Vous avez Fada, Kompienga, Niger, ce n'est pas possible, c'est tenu par les terroristes. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire tout simplement que nous, Burkinabés, nous sommes sous embargo dans notre propre pays par les terroristes. Et c'est ce que les gens, en fait, ne voient pas, perdent de vue. Nous sommes sous embargo, nous sommes dans notre propre pays et nous ne pouvons pas nous déplacer dans notre propre pays. Ce n'est pas l'embargo onusienne. Ce n'est pas l'embargo de la CEDEAO, mais un embargo des terroristes. Et aujourd'hui, quand le lieutenant-colonel Bamouni sort pour dire qu'ils ont engagé des résultats et que des populations sont en train de rentrer chez elles, mais de peur, comme l'a dit leur ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, à son temps, et pour le besoin de garder en fait
secrets-là. On ne va pas dire quelles sont ces populations. Moi, je trouve que c'est quand même assez très grave pour un responsable de son niveau. Ceux-là même qui doivent nous rassurer, qui doivent rassurer les populations, qui doivent nous donner l'espoir, hein, sont en train de nous dire des contre-vérités. Et là, ça fait peur. Ça fait peur, selon M. Isiaka Ouedraogo. Alors, devoir de redevabilité, M. Abraham Badolo, réaction? Bon, tout d'abord, je tiens à féliciter l'ensemble des FDS qui sont sur le terrain, qui risquent jour et nuit leur vie pour la sécurisation du territoire, malgré les maigres moyens logistiques qu'ils ont. Nous leur témoignons vraiment notre reconnaissance. Et pour répondre à votre question, je dirais, vous savez, nous, ce que nous voulons de la part des FDS, surtout des hauts gradés, c'est un langage vraiment de vérité. Sur ce plateau, nous l'avons toujours répété, nous sommes tous burkinabés, nous connaissons tous la gravité de la situation. Nous savons que le terrain n'est vraiment pas facile. Et nous savons également qu'il leur sera très difficile, par magie, de faire des miracles immédiatement pour le peuple burkinabé. Raison pour laquelle nous demandons de leur part plus de sincérité pour que nous puissions leur faire confiance et pour qu'ensemble nous puissions sauver le Burkina. Quand on nous dit que les déplacés commencent à retourner chez elles, mais c'est, je ne sais pas, c'est nous prendre comme des chrétiens, excusez-moi du mot. Parce que pour moi, pour que les déplacés même retournent dans leur zone d'origine, il faut une préparation. Est-ce que quand ils ont déserté leur zone, c'est parce qu'il n'y avait pas de sécurité? C'est parce qu'ils étaient en insécurité? Ils étaient assaillis par les terroristes pour chasser, tuer? Quand on nous dit cela, ça veut dire que l'armée a sécurité ces zones et que l'armée reste sur place pour sécuriser ces populations-là, pour ne plus que les terroristes reviennent les massacrer. Ça, c'est un. Ces déplacés, ils ont quitté, ça fait combien de mois ou d'années elles ont quitté, et ces populations ont quitté leur zone? Est-ce qu'ils ont encore même des maisons où s'abriter? Est-ce qu'ils ont encore des champs? Est-ce que leurs champs n'ont pas été minés? Est-ce que même il y a le retour même de l'administration même dans ces zones-là? Est-ce que vous voyez? C'est la question qu'on doit se poser. Mais quand on analyse à tête froide, on voit qu'on est en train de nous servir un mensonge plat. Et c'est ce que nous ne pouvons pas accepter. Parce que quand on analyse, nous savons que ce n'est pas possible qu'en si peu de temps, les déplacés retournent dans leur zone d'origine. Parce que pour cela, il faut une préparation. Il faut d'abord que si la police avait déserté ou les gendarmes avaient déserté, il faut que les gendarmes retournent pour la sécurisation. Il faut voir même, est-ce que, puisque nous savons qu'il y a certaines zones où les terroristes ont même détruit les pylônes. Est-ce qu'il y a le réseau téléphonique là-bas? Est-ce qu'il y a de l'eau potable même pour ces populations? Est-ce que les champs n'ont pas été minés? C'est un ensemble. Oui, peut-être que les dispositions sont prises pour ces déplacés qui ont rejoint. En combien de temps? Ah oui, même on nous a dit qu'ils ont déjà rejoint. Oui, bien sûr. À quel moment ils ont combattu? À quel moment le combat a été mené? Et à quel moment toutes ces préparations se sont passées? Dans la discrétion. Monsieur Ouedraogo, à vous, oui, vous voulez prendre la parole? Nous vous écoutons. Mais je crois que quand vous dites dans la discrétion, quelle discrétion? Ne réagissez pas sur ce que moi je dis. Allez-y avec votre analyse. Non, parce que ce que vous dites, parce que nous sommes obligés de éclairer l'opinion nationale. Oui, allez-y avec votre réaction, s'il vous plaît. Ma réaction est la suivante. Il a été dit aussi au cours de cette conférence de presse que nos forces de défense et de sécurité sont en train de monter en puissance. Tout simplement parce que
si j'ai bien compris ce que le lieutenant-colonel a dit, il dit que les terroristes s'en prennent à nos civils parce que nos forces de défense et de sécurité sont en train de monter en puissance. Oui. Alors, mais j'ai dit ça, c'est extrêmement grave. C'est une affirmation extrêmement grave. Je vous explique tout de suite. Comment se fait-il que des terroristes qui s'en prennent aux civils aient la preuve que les FDS sont en train de monter en puissance? Si tel est le cas, ça veut dire que les forces de défense et de sécurité sont montées en puissance depuis longtemps, depuis que le président Roch Marc Christian Kabore était au pouvoir. On a eu Yirgou, on a eu Sorhan. Si la montée en puissance de nos FDS se justifie par la tuerie, le massacre des milliers de civils burkinabés, là c'est vraiment très grave. Et je pense que c'est une très mauvaise communication. C'est une très mauvaise communication. Merci. Alors, oui, monsieur Abdul Karim, allez-y. Bon, avant de continuer, j'aimerais savoir quelle serait la police du débat, quoi. Parce que pour moi, on allait commencer de la droite vers la gauche, mais j'ai vu que vous allez-y, c'est moi je distribue la parole. Allez-y, allez-y. Okay. D'accord, permettez-moi d'emprunter les mots de M. Ouedraogo qui a dit que les Burkinabés étaient sous embargo terroriste. Si je vais m'aligner sur ce qu'il a dit, est-ce qu'il est vraiment lucide de demander à de nouvelles autorités qui viennent de prendre la tête d'un pays où les autorités d'ici là avaient contribué à semer le chaos dans l'entièreté du pays, si on peut le dire, durant 7 ans. C'est des gens qui viennent d'arriver et ils ont 5 mois de gouvernance. Je suis tout à fait d'accord avec les différentes analyses parce que quand vous avez écouté l'entame de ma narration, j'ai bel et bien dit qu'il fallait qu'on consentisse d'autres efforts pour pouvoir parer ce mal-là. Donc je suis d'avis avec les différentes analyses. Mais ce qu'il y a, c'est quoi? C'est comme je viens de le dire, ces nouvelles autorités-là viennent de prendre le pays il y a 5 mois de cela. Voilà, si on veut parler sur la base du fait qu'ils ont, le temps qu'ils ont mis en place leur gouvernement, ils ont 5 mois de gouvernance. Donc comment on appelle ça, les revendications qui ont été citées sur ce plateau-là, c'est bien pertinent, mais est-ce que le peu de temps qu'il vient d'arriver, est-ce qu'il peut avoir le temps nécessaire pour remédier à tous ces mots-là? Deuxièmement, moi j'aimerais que l'ensemble des Burkinabés sache qu'à un moment donné de notre vie et de notre vécu, il est tout à fait normal qu'on ait un sursaut de patriotique, qu'on ait l'amour de notre patrie, qui est d'accepter l'effort qui est consenti sur le terrain. Parce que quand je vous écoute parler, on dirait que depuis l'arrivée de ces autorités-là, il n'y a pas un acte qui a été posé sur le terrain. Et pas plus tard qu'hier, M. Salif l'a dit, il y a un chef terroriste qui a été neutralisé. En dehors de cela, vous avez même entendu qu'il y a des terroristes au niveau de beaucoup de Moumoun qui tentent même de déposer les armes. Maintenant, par rapport à ce que M. Ouedraogo dit, qui est de dire que, voilà, si du fait que l'armée monte en puissance, les terroristes là, doivent se retourner sur l'ensemble de la population, moi, j'emprunte cela comme une façon de... Non, faut bien... Non, il faut bien dire, la phrase que j'ai utilisée... Non, les téléspectateurs... Oui, les téléspectateurs... Allez-y, monsieur Ouedraogo. Vous avez dit, le fait que le lieutenant-colonel Bamouni a dit que du moment où l'armée est en train de monter en puissance, c'est ce qui a causé le fait que les terroristes sont en train de s'en prendre aux populations. C'est ce qui a été bien dit. C'est ça que j'ai dit. C'est une interprétation communicationnelle. Peut-être que c'est pas ce que... Peut-être que je n'ai pas bien compris. Peut-être, voilà, c'est pas ce que le lieutenant-colonel tente de dire. Il tente de donner, voilà, d'assurance. Mais dis-moi un peu ce qu'il a dit, selon ta compréhension. C'est ça que je suis en train de m'expliquer. J'ai dit, il tente de donner l'assurance à l'ensemble des Burkinabés, qui est de les dire qu'il y a une montée grandissante de la part de l'armée qui oblige les terroristes à s'en prendre à la population. Tout en sachant, tout en sachant que ça, il va de leur ressort de remédier pour que cet acharnement sur la population-là ne perdure pas. Est-ce que vous comprenez? Mais j'aimerais terminer en disant, c'est comme je l'ai dit, souvent, je me dis que le vrai fautif dans cette affaire-là, c'est les nouvelles autorités. Parce que quand on fait un coup de force, on fait un coup d'État, on prend un État, il faut le diriger comme tel. Voilà, le diriger comme tel. Si vous avez remarqué,
dès l'entame, dès l'avènement de ces autorités, il y en a qui ont dit qu'ils tentent de s'accaparer de toutes les responsabilités, qu'on ne peut pas gouverner le pays là avec uniquement que des militaires. Après, il y a, dans le même jargon là, il y a des gens qui trouvent que c'est les militaires qui ont fait leur coup d'État et qu'ils doivent s'assumer et mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, puisque à la fin de leur mandat, c'est eux qu'on va juger. Donc ça veut dire que le citoyen lambda, ou bien ceux-là qui font souvent les analyses, ils ne savent même pas où mettre le pied. Nous avons des autorités qui ont fait un coup d'État, c'est des militaires, comme je l'ai dit dans l'entame de mes déclarations, ils étaient les premiers cibles. Parce que c'est les FDS qui laissaient la vie, c'est les VDP qui laissaient la vie sur le terrain. Donc il fallait à un moment donné qu'il y ait cette prise de responsabilité. Donc ce qui nous incombe présentement en tant que Burkinabé, je suis tout à fait d'accord que dans une société, tout le monde joue son rôle. Et il est tout à fait normal en tant que Burkinabé que chacun puisse donner sa partition pour le développement de ce pays. Et donner sa partition ne nécessite pas seulement d'applaudir. Il faut souvent donner des propositions, des critiques constructives. Je suis tout à fait d'accord que chacun est dans son rôle. Mais à un moment donné, il faut avoir la lucidité et l'honnêteté de reconnaître que c'est des gens qui viennent d'arriver. Ils n'ont que 5 mois voilà, de gouvernance et qu'en 5 mois, on ne peut pas courir voilà, et puis se gratter les fesses. D'accord. Et ce que je vais dire, les choses... Oui, M. Drago, allez-y. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. D'abord, quand tu me dis que c'est des gens qui viennent de prendre le pouvoir, il n'y a que 5 mois, il faut laisser tomber ça. Ça, il faut quitter dans ça. C'est eux qui étaient sur le terrain pour combattre les terroristes. C'est eux que le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, comme tu l'as si bien dit, avait nommé pour mener les opérations sur le terrain. Eux, ils sont aussi gouvernants depuis 7 ans. Depuis 7 ans, c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui travaillaient avec, en fait, l'ancien régime. OK? Les dernières nominations, de toute façon, le président Damiba a été très bien nommé par le chef de l'État et en de bonnes places. Vous le savez très bien. Je continue, mais quand vous me dites, par exemple, que c'est la faute, en fait, de l'ancien régime, et voilà, et tout, non, ils sont dedans. Et je vous dis, il n'y a pas, même si le président Damiba avait fait son coup aujourd'hui, il ne sera pas toléré une seule journée pour dire qu'il vient d'arriver parce que en matière de gestion de l'État, il n'y a pas de stage. Il n'y a pas de stage, il n'y a pas d'apprentissage. Quand on fait un coup d'État, c'est parce qu'on sait qu'on peut gouverner. On peut assumer toutes ses responsabilités quand on fait le coup d'État. Il a fait le coup d'État, il était au courant de tout ce qui se passe, de tout ce qu'il y a comme problème dans le pays. C'est eux qui étaient sur le terrain des opérations. OK? Maintenant, quand ils ont fait le coup d'État, ils nous ont donné un signal fort. Ils sont venus pour sécuriser le pays. Parce qu'ils ont estimé que, malgré qu'ils travaillaient avec l'ancien régime, ils ont trouvé que non, ça n'allait pas. Donc, pour eux, c'était indéniable de venir faire le coup d'État, prendre le pouvoir et maintenant pouvoir sécuriser le pays. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que depuis leur prise de pouvoir, le pays ne fait que perdre du terrain de jour en jour. Malheureusement. Vous voulez réagir? Malheureusement. Si, non. Vous allez avoir la parole. Je dois réagir puisque... Malheureusement. Je n'ai pas fini. Voilà. Malheureusement. Mais le patriotisme dont tu parles, Barian, le patriotisme, d'abord, commence à dire la vérité à son peuple et non à mentir à son peuple. Le patriote ne ment pas à son peuple. Aimer son peuple, ce n'est pas mentir à son peuple qui est une preuve de patriotisme. Je suis désolé. Je suis désolé, c'est pas ça. C'est pas une preuve de patriotisme. Ok, monsieur Salih, permettez-moi de réagir. Bon, au fait, c'est comme je l'ai dit, sur ce plateau-là, chacun a un rôle à jouer. Oui. Vous êtes foncièrement dans votre rôle de ne pas reconnaître les efforts qui ont été consentis par les... Non, je reconnais les vrais efforts. Non, je reconnais les efforts. Non. Faut pas dire... Non, mais non, ne dis pas ce que je dis. Oui, non. Quand le débat va vous revenir, vous allez... D'accord, ok, vas-y. Donc je disais tantôt, vous avez dit tout de suite là, que le sens du patriotisme relève à ce qu'on dise la vérité en tant qu'autorité à sa population. Oui. Tout de suite là, quand on vous demande de donner des preuves tangibles qui prouvent que les nouvelles autorités ont menti à la population, je suis sûr que vous ne le verrez pas. Mais moi, quand voilà. on me dit... Donc, laissez-moi continuer. Laissez-moi continuer, s'il vous plaît. Et mot pour mot,
je vous ai dit tout de suite, ce pays-là avait été gouverné durant cette année avec d'autres autorités qui viennent d'être démises de leur pouvoir. Et vous êtes burkinabé, vous avez constaté tous les manquements sous le président Roch Kaboré et de son MPP. Si moi, même personnellement, une fois M. Salif m'a reçu dans sa radio, j'ai dit et je le redis, je suis un homme qui vise et qui a de la vision. Je n'aimerais pas m'atteler aux affaires précédentes ou bien ce qui n'a pas été marché sous le pouvoir de Chi. Mais après, j'ai constaté, voilà, avec amertume, que ces mêmes gars-là sont en train de semer les zizanies dans le pays, de travailler à saboter la bonne marche de la transition. Est-ce que vous avez les preuves? Si, j'ai les preuves. Vous êtes en direct et vous assumez les propos? Si, j'assume les conséquences. Les gens du MPP et du président Roch Kaboré, le président Kaboré, pour le moment, lui, il n'est pas, comment on appelle ça, il n'est pas actif, mais la majeure partie de ces lieutenants sont en train de travailler à intoxiquer l'ensemble de la population pour empêcher la bonne marche de la transition. C'est connu de tous. Vous avez vu des sous-rencontres, vous avez vu des audios qui faufilent, des vidéos, et pas plus tard qu'avant-hier. Voilà, il y a eu une information qu'on a reçue comme quoi le Landais Nava a fait rassembler des chefs coutumiers pour leur demander d'organiser une assemblée générale au niveau de CDC le mardi prochain pour demander la libération du président Roch Kaboré. Et si le président Damiba refusait, qu'il le maudisse. Moi, j'ai des informations. Si on m'appelle, je peux fournir les preuves, puisqu'il y a des gens qui ont participé. Ah d'accord, vous avez les preuves. Si, il y a des gens qui ont participé. Vous assumez entièrement. J'assume entièrement. Il y a des gens qui ont participé à la rencontre et qui ont des preuves. Donc, c'est de vous dire, c'est comme je le dis, quand on parle du sang et du patriotisme, là, vous savez, à un moment donné, tout le monde ne peut pas être mis devant le fait accompli. Il y a des autorités qui sont venues. Ils sont venus avec une équipe. Ils sont en train de mettre en place des responsabilités au niveau du commandement de notre armée pour pouvoir remédier à tout cela. Je le dis et je le redis. Bon, vous avez dit entre-temps que le président Damiba et sa suite a travaillé avec le président Roch Kaboré. Quand le président Roch Kaboré prenait le Burkina, est-ce qu'il était à moitié? Est-ce que quand il prenait le Burkina en 2014, en 2015, autant pour moi, est-ce que le Burkina était dans l'insécurité? Donc ce qui nous arrive aujourd'hui, ça l'incombe. Il faut que chacun s'assume. Voilà, dans ce qu'il pose. D'accord, allez, on va revenir à vous tout à l'heure, s'il vous plaît. On va vous revenir. Alors, monsieur Bayala, vous voulez réagir? Allez-y. En fait, ce que je veux dire, c'est que la tournure des débats sur ce plateau témoigne que le gouvernement, le commandement des opérations du théâtre militaire a manqué de se taire. Déjà, il communique déjà très bien avec les communiqués. Avant de poursuivre l'analyse, je voulais faire quelques remarques. C'est-à-dire, le début d'un exercice, d'un travail, ça témoigne de la fin, de ce que tu vas produire à la fin. Si on discute aujourd'hui sur la gestion de la crise, c'est que c'est inquiétant. Ce n'est pas évident que la suite soit à notre hauteur. Je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec M. Ouedraoui Sakassi sur un fait, c'est que les dirigeants actuels du MPSR sont autant comptables de la gestion du régime de Kaboré parce qu'ils avaient été responsabilisés à des postes non moins importants dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Je suis aussi d'accord avec vous sur un fait, en cela qu'il y a beaucoup et assez à faire en ce moment. Il y a assez à faire. Alors je dis qu'ils ont manqué l'occasion de se taire pour deux choses. La première, c'est une contre-vérité de dire que dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, on enregistre des percées. C'est une montée en puissance. Alors que les terroristes enregistrent des percées dans des territoires insoupçonnés, dans lesquels on ne les attendait pas du tout. Ils ont frappé récemment à Tchogo, Tenado, dans le Sanguier. Ils sont également intervenus à Bourzanga. On ne les attendait pas dans ces territoires. Autre contre-vérité, qu'on nous dise qu'on a récupéré des territoires et que les populations sont en train de retourner. Alors, Badolo a dit quelque chose non moins important. C'est un processus qui commande des préparatifs. Avant que les populations ne retournent, est-ce que les services sociaux de base ont été mobilisés? Combien de localités ont vu le retour des gens chez eux? Si la portion est incongrue et infime, c'est l'occasion de se taire. Moi, je parle au nom des consommateurs. Quand vous prenez le territoire national, il y a 3 zones de grande importance qui sont sous embargo terroriste. Je vous cite Pama, je vous cite Kibo. Ces gens-là, ils ont faim. Ils ne boivent pas. Ils ne peuvent pas se soigner.
c'eût été une ou deux des 3 localités qu'on avait récupérées, quand on me parle de monter en puissance, moi j'applaudis. À ce jour, ce n'est pas le cas. Donc le gouvernement aurait toujours gagné à poursuivre. Et ce que je dois dire, s'il se trouve également que des territoires ont été reconquis, les populations sont retournées, c'est qu'il y a une habitude qui colle à la peau de nos forces de l'ordre. C'est de livrer nos populations en pâture. C'est de veiller à ce que ces forces de l'ordre soient là permanemment aux côtés des populations. Veiller à ce que les détachements ne restent pas de même ordre. Parce qu'il est arrivé ici dans ce pays que les terroristes s'attaquent à des populations, à des représentants de l'État, à des forces même de l'ordre. D'autres à côté ne réagissent pas. J'espère, je fonde l'espoir que tout ça, ça relève d'un lointain passé, un lointain souvenir. Voilà un peu ce que je voudrais dire. Oui, M. Drogo, avant que vous ne réagissiez, M. Badolo attendait depuis. M. Abraham Badolo. Vous savez, moi je pense qu'il est temps qu'on essaie de départir tous ces débats qui ne font pas avancer le Burkina. Parce que quand j'entends parler mon camarade Lota, c'est comme au temps de Blaise Compaoré. Quand il y a eu l'insurrection, après l'insurrection, quand Roch est venu, les gens de MPP ont passé leur temps à dire que non, le CDP est en train de travailler contre l'ancien régime pour revenir au pouvoir. Nous nous retrouvons encore dans une situation pareille où, selon lui, le MPP a été déchu, le MPP est en train de travailler à saboter la transition pour revenir au pouvoir. Pour moi, c'est un débat qu'il faut dépasser. Quand on a le pouvoir d'État, on l'assume. Ce n'est plus Roch le président, c'est le président actuel, le chef de l'État, c'est Damiba, celui qui est assis sur le fauteuil. Et c'est à lui de s'assumer. Moi, j'aimerais qu'on essaie de laisser tomber ces débats et de penser à l'avenir du Burkina. C'est ce qui nous intéresse tous ici. Pour revenir un peu sur les différentes critiques, moi, je dirais que je suis d'avis avec Isiaka. Nous avons tous demandé, nos structures ont tous demandé à ce qu'à un certain moment donné, le président Roch responsabilise les jeunes militaires pour qu'ils puissent vraiment trouver des stratégies qui sied pour faire la guerre. Et c'est ce qui a été fait. Et dire aujourd'hui que si ça fait 5 mois que les militaires sont aux affaires, je dis je ne suis pas d'accord, parce que ces militaires sont comptables également de cette gestion sécuritaire au même titre que Roch. Parce que rappelons-nous, Roch n'a pas été un militaire comme le président Blaise à l'époque. Ça, quand même, il faut le reconnaître. Un président civil ne peut faire confiance qu'à son armée pour faire la guerre. Il ne connaît pas de stratégie. Et moi, je pense qu'en termes de nomination, Roch a fait ce qu'il pouvait. Il a nommé des hauts gradés ici que nous avons décriés, les a changés. Il a pris le ministère de la Défense. Nous avons dit non, tu es civil, tu ne peux pas gérer. Il a laissé le portefeuille. Il a nommé un ministre de la Défense, un ministre délégué. Ensuite, il a responsabilisé ce ministre qui est devenu ministre de la Défense plein. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut laisser du temps. Pendant qu'on attaque à Tenado. Tenado, c'est à moins de 120 km de Ouagadougou. Bourzanga, c'est à moins de 120 km de Ouagadougou. Si au moins, depuis que les militaires sont arrivés, les terroristes étaient en train de reculer, ils n'attaquaient pas d'autres zones, on allait leur accorder le bénéfice du doute. Mais ce n'est pas le cas. Ils sont en train d'investir d'autres localités. Et de deux, n'oublions pas un fait majeur très important. Actuellement, nous ne pouvons pas donner du temps à qui que ce soit, parce que nous n'avons pas donné du temps à Roch pour terminer son mandat, qui était un président démocratiquement élu. Aujourd'hui, vous avez le ministre de la Défense qui était là sous Roch, qui a été reconduit sous Damiba. Donc ça veut dire que pour nous, on avait espoir que les choses allaient aller vite, parce que les militaires, avant de faire leur coup d'État, avaient analysé convenablement la situation sécuritaire et ils avaient besoin des leviers de l'appareil d'État pour mettre en marche leur stratégie de guerre. Mais ce n'est pas ce que nous constatons. Et la raison pour laquelle je dis, moi je sais que, en tant que citoyen, cette guerre ne va pas se gagner aujourd'hui ou demain. Même après 3 ans, le Burkina Faso ne sera pas libéré. Il faut se dire la vérité. C'est un long processus. Les Damiba, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tenter de sécuriser ce qu'ils peuvent sécuriser et laisser le nouveau gouvernement
qui va venir après continuer le travail. Si quelqu'un dit aujourd'hui qu'au Burkina Faso, après 3 ans, nous allons finir avec le terrorisme, il a menti. C'est un long processus. Raison pour laquelle je dis que nous avons besoin d'un langage de vérité. Nous savons que le terrain est difficile. Nous savons qu'ils font de leur mieux. Nous savons que nous n'avons pas assez les moyens logistiques pour pouvoir mener à bien cette guerre. Raison pour laquelle nous avons demandé au président Damiba d'être clair avec notre partenaire clé qui est la France. Si aujourd'hui, si les Français sont la solution, il estime que les Français sont la solution pour régler cette crise sécuritaire, pour nous aider à booster ces terroristes hors de nos frontières, hors de notre pays, qu'il ait le courage de dire au peuple burkinabé et qu'il assume sa position. Maintenant, s'il se rend compte que les Français ne sont pas les partenaires qu'il nous faut pour booster le terrorisme hors de notre territoire, qu'il ait le courage de dire au peuple burkinabé et que nous, ensemble, nous puissions changer de partenaire pour pouvoir libérer notre pays. Monsieur Ouedraogo, à vous. Je vais dire à l'OTA que la situation est tellement grave. Moi, j'ai un petit frère qui fait partie des forces de défense et de sécurité. Il est à la Kompienga. Vous savez comment il part il n'est pas dans sa localité. D'abord, pour venir à Ouaga, c'est tout un problème. Il passe par le Togo pour rejoindre son poste. Je vous l'ai dit. Il est parti rien que le dimanche passé. Il passe par le Togo pour rejoindre son poste à la Kompienga. Est-ce que vous savez que Kompienga, et avant de rejoindre leur poste, excusez-moi de vous le dire, les gens sont obligés de se déguiser même. Ils sont obligés de se déguiser pour pouvoir passer. Pour ne pas se faire remarquer. Bien sûr. Je vais vous dire, Lota, je suis d'accord quand tu dis par exemple que, en fait, Roch, quand il a pris le pouvoir, et le pays n'était pas divisé. Mais je veux que tu comprennes une chose. Est-ce que tu sais que le Burkina était menacé depuis les années 2012 par le phénomène terroriste? Le président Blaise Compaoré, à son temps, que tu supportes bien, que je ne déteste pas non plus, a usé de tous les moyens qu'il avait en son temps pour étouffer cette affaire. Il a mis tout en œuvre. Ça, c'est un mérite qu'il faut lui reconnaître. Malgré que quelques personnes en fait critiquent bien sûr cette action, dit que non, Blaise Compaoré est peut-être complice de ce qu'il y a, tout. Non, en fait, nous étions menacés. Donc, le fait que le terrorisme existe au Burkina aujourd'hui n'est pas en fait, c'est pas la faute au président Roch Marc Christian Kaboré. Mais je dirais aussi que dans la même lancée, il lui a manqué un tact quelque part. Et je voulais vous dire, en fait, là où il lui a manqué du tact. Quand, en fait, les rebelles sont venus le voir pour récupérer leurs engins et autres qu'ils avaient laissés avec l'ancien président Blaise Compaoré. La réponse que le président Roch Marc Christian Kaboré a donnée ne devrait pas, en fait, être donnée par lui à l'instant T. Là, il lui a manqué du tact en ce moment. Est-ce que vous comprenez? Il lui a manqué du tact. Et peut-être que vous pouvez, si par exemple vous dites que c'est toutes ces situations-là qui ont envenimé la situation sécuritaire au Burkina, parce que bon, des gens se sont retournés aussi contre nous, ça même, ça peut s'expliquer. Ça peut s'expliquer. Sinon, c'est pas Roch qui a créé le terrorisme. Il n'a pas créé le terrorisme. Voilà, il n'avait pas le choix. Voilà, c'est venu et nous sommes dedans. Mais maintenant, il a mis tout en œuvre aussi pour éradiquer le phénomène terroriste. Il a augmenté le budget de l'armée à des milliards et des milliards. Ils n'ont même pas pu épuiser leur budget. Mais on met des milliards à votre disposition pour payer du matériel et combattre les terroristes. Mais vous n'arrivez même pas à épuiser cela et vous dites que c'est la faute du président Roch Marc Christian Kaboré. D'accord. Voilà. Oui, M. Barry, allez-y. Voilà. Donc, d'emblée, j'aimerais te dire très honnêtement que je compatis par rapport à la situation que tu viens d'expliquer tout de suite là, par rapport à ton jeune frère qui fait partie des FDS et qui est obligé de passer par le Togo pour pouvoir rejoindre sa base. Sincèrement, je compatis et il faut sincèrement que les nouvelles autorités là puissent avoir assez d'intelligence pour poser des stratégies afin de pouvoir régler cette situation. Sincèrement, c'est déplorable. Et en tant que Burkinabé, j'ai mal et je ne peux pas accepter cela. Maintenant aussi, j'aimerais aussi m'atteler sur une situation. Vous avez dit tout de suite là, quand vous avez voulu parler du président Blaise Compaoré, que je le supporte, je vais le dire devant la télé LCA
et devant l'opinion nationale et internationale qu'en aucun moment, je ne saurais me départir du président Blaise Compaoré. Je suis pro-Blaise Compaoré, comme certains sont pro-Sankara et autres. Et je me l'assume. Voilà, je resterai fidèle au président Blaise Compaoré. Maintenant, pour répondre à ce que, pour rebondir sur ce que vous avez dit, je suis tout à fait d'accord avec toutes les analyses qui se font sur ce plateau. Parce que nous ne sommes pas des apatrides, nous sommes tous des Burkinabés, des patriotes, et nous voulons le bien du Burkina Faso. Et nous n'avons pas deux pays. Maintenant, ce que moi je tente aussi d'expliquer, nous sommes à un moment donné de l'histoire de notre pays qui demande à ce que nous parlions le même langage, qui demande à ce que vraiment ces nouvelles autorités-là puissent avoir la sympathie et l'accompagnement de la population, mais pas dans la naïveté. Je le dis et je le précise. Moi, j'ai décidé d'accompagner le MPSR, mais ceux qui me connaissent, moi, je suis un homme de principe, je ne peux pas suivre des gens aveuglement. Si à un moment donné, je constate que le MPSR est en train de dérouter, ils n'ont pas assez d'intelligence pour pouvoir répondre à la préoccupation de l'ensemble de Burkinabé. Moi, l'autre, je vais me prononcer et je serai du côté de la population. Donc, vous n'avez pas encore fait le constat. Pour l'instant, je n'ai pas encore fait ce constat. Allez-y, allez-y. Non, tu n'as pas encore fait ce constat. Allez-y, monsieur. Voilà, chacun est dans son rôle. Vous êtes dans votre rôle de ne pas reconnaître les efforts consentis sur le terrain. Moi aussi, je suis dans mon rôle de vous dire qu'il y a un effort qui se départit sur le terrain. Voilà. Donc, je disais tantôt, quand nous allons nous fier sur l'ancien gouverneur du président Roch Kaboré, que je ne suis pas à l'aise de parler, parce que quand l'administration c'est une continuité, quand un président n'est plus aux affaires, il faut avoir l'intelligence et l'honnêteté de poser vos jalons et votre idéal que vous voulez instaurer. Maintenant, ce qu'il y a, nous sommes dans un pays de savane, nous sommes tous des Burkinabés, peut-être que parmi vous trois là, le camarade Badolo me connaît très bien, nous avons cheminé ensemble, nous avons les renseignements et les informations nécessaires. Il y a une tentative de sabotage pour la bonne marche de la transition. Par exemple, quand vous prenez par exemple ceux-là qui réclament la Russie, ceux-là qui disent qu'il faut forcément se départir de la France, attends, il y a une même mise derrière ça, il y a une même mise qui ne dit pas son nom. Il y a des gens qui sont en train de rencontrer ces différents leaders-là, qui demandent la démarcation avec la France. Il y a des gens, il y a des audios qui ont fuité, peut-être que vous avez écouté. À un moment donné, on a dit qu'il y a des leaders d'OSC qui sont venus de Bobo pour venir prendre l'argent et puis pour pouvoir organiser des manifestations pour s'aimer les zizanies afin d'empêcher la bonne marche de la transition. Ça aussi, c'est un fait. Et parlant des anciens du MPP, je ne suis pas content de dire qu'ils sont en train de travailler à saper la bonne marche de la transition. Moi, je suis un homme de terrain, je suis natif de Ouagadougou. Nous fréquentons les mêmes amis, les mêmes fréquentations. Et il y a des choses qui se font. Et c'est tout à fait normal, parce qu'il y a des gens qui pensent que le pouvoir, là, c'est une fin en soi. Il faut continuer à perdurer dans les privilèges. Donc, ça, il faut qu'on le dise, il faut qu'on se dise la vérité. Je ne suis pas en train de dire que M. Ouedraogo ou M. Badolo ou M. Bayala sont en train de travailler pour saper la bonne marche de la transition. Mais il y a des Burkinabés, voilà, qui sont en train de poser des comportements sur le terrain afin d'empêcher la bonne marche de la transition. D'accord, on a compris. Je crois que M. Bayala, on va changer de sujet parce qu'on a beaucoup d'autres sujets à évoquer. De toute façon, c'est un... Rapidement. Oui, juste 30 secondes, s'il vous plaît. Hein, 30 secondes. On n'a plus pas le temps, s'il vous plaît. Je voudrais faire la remarque suivante que... Parlant de l'activisme des responsables du MPP, ils ne pouvaient pas en être autrement. Ils ont perdu le pouvoir, ils s'organisent pour le reconquérir. Ça, il faut que ce soit compris une fois pour toutes. Donc vous êtes d'accord et je poursuis pour dire ceci. Autre débat que je vais vous chambrer. Vous avez pas, c'est pas important, vous avez parlé de pro-Blaise, pro-Sankara, on va parler de pro-Kaboré, pro-Damiba. Donc il faut être pro pour manger alors. Et c'est comme ça qu'arrivent les problèmes. Si vous mangez que vous ne partagez pas. Pour terminer, moi je voudrais à la suite de Badolo, questionner la présence française au Burkina Faso. Il nous revient avec force et insistance qu'elle ne prête pas viatique soutien à nos forces en mouvement sur le terrain. Même la dernière sortie que l'armée française a trompetée. Il semble que c'est au forceps qu'elle était obligée de sortir. Que fait donc son puissant réseau de renseignement? Que fait la France ici? C'est le lieu de revoir avec ces nouvelles autorités les thèmes des accords qui nous nouent à la France. Je voudrais également très rapidement questionner la présence des jeunes militaires, des jeunes officiers qu'on nomme à des postes de responsabilité. Alors que Dieu seul sait combien il manque de forces opérationnelles sur le terrain. Leur place, ce ne sont pas à la tête des directions générales.
Il y a des gens compétents dans ce pays qui peuvent servir à ces postes de responsabilité. Merci à vous tous pour les analyses. S'il vous plaît. Monsieur Baglia, on n'est vraiment plus pas le temps, on ne va pas s'éterniser sur le seul sujet. Alors, le gouvernement burkinabé avait pris rendez-vous avec le secteur privé le jeudi dernier pour les annonces justement sur la réduction des prix de produits de première nécessité. Vous avez tous suivi les différentes péripéties liées à l'augmentation du prix du carburant, la tentative donc d'augmenter le prix de pain. En tout cas, les produits de première nécessité, les prix ont augmenté d'une manière vertigineuse sur le terrain, sur le marché. Alors, monsieur Adama Bayala, vous êtes membre, le coordonnateur du réseau national des consommateurs du FASO. C'est vrai que les mesures annoncées n'ont pas été justement donc dévoilées. Le gouvernement a préféré, avec les acteurs, revenir très prochainement pour, dit-on, des détails techniques à régler. Alors, quels peuvent être justement, monsieur Bayala, les contours de ces mesures qui devraient être annoncées? Je ne saurais le dire, d'autant que nous n'avons été associés à aucune des rencontres qui allaient présider à la proclamation de ces mesures. Je le disais sur d'autres plateaux, le gouvernement a fait le choix d'un partenaire, un partenaire adoré qu'il associe à l'ensemble de ces rencontres. Nous étions obligés de faire un coup de gueule il n'y a pas longtemps, selon que le gouvernement actuel a dit qu'il fallait rompre avec les pratiques incestueuses, improductives, qui nous ont amenés dans la situation que nous vivons aujourd'hui, qu'il fallait placer le Burkina nouveau sous le prisme des valeurs de transparence, de justice, d'inclusion, de mérite. Mais ce ne fut pas le cas. Nous n'avons pas été associés, nous ne pouvons nous prononcer. Mais nous voulons dire, c'est comme si le gouvernement, par cette action de rétro-pédalage, faisant montre de modeste, d'apathie, confirme une fois de plus ce que nous trompetons, nous disons tous les jours. Le premier, je vais dire, responsable de la surenchère de la vie chère au Burkina, c'est le gouvernement burkinabé. Depuis 15 novembre 2021, le Mali a pris des mesures pour enrayer la vie chère. En Côte d'Ivoire, en mars dernier, le gouvernement a pris des mesures. Au Bénin et au Togo, à la suite de la Côte d'Ivoire, ces États ont pris des mesures pour enrayer la vie chère. Pas plus tard qu'avant-hier, le Nigeria déclarait l'état d'urgence alimentaire. Nous sommes dans le domaine de la défense des intérêts des consommateurs. Nous sommes informés que le gouvernement s'est déjà accordé avec certains industriels, producteurs des huileries, des savons, depuis plus d'1 mois, et avec d'autres acteurs. Le gouvernement serait certainement en train de négocier avec des acteurs qui existent entre ces fabriques et nous. Il s'agit notamment des grossistes, des semi-grossistes et puis des revendeurs, pour voir un peu leur marge bénéficiaire. Mais je dois dire, pour certains industriels, nous avons les prix des produits à l'usine. Que le gouvernement veille à ce que la marge bénéficiaire des intermédiaires entre les fabriques et nous là ne contribue pas à exploser les prix. Je vais faire un petit rappel. Les huiles, les derniers prix sur les marchés, quand tu prends le 20 litres, c'était de l'ordre de 17 000, 16 500 en 2017. 17 500 en 2017. Il faut noter qu'à l'usine, le bidon de 20 litres, l'unique, c'était de 16 000 francs. Donc, la marge bénéficiaire que se partageaient ces trois acteurs-là, c'était de l'ordre de 1 500 francs, y compris le transport. Aujourd'hui, nous sommes au fait, nous pensons que la marge bénéficiaire de ces derniers ne saurait excéder les 1 500 francs parce que rien n'explique cela. Nous ne cessons de dire aussi que les intermédiaires entre les fabriques et nous sont déjà assez. Nous voudrons au besoin avoir peut-être un seul intermédiaire entre l'usine et nous. Le semi-grossiste, il fait quoi au milieu entre nous, consommateurs et l'industriel? Le semi-grossiste fait quoi? A fortiori, au moins 2. Voilà un peu ce que je peux dire. Oui, monsieur Baria. Et moi, vraiment, ce qu'il y a lieu de déplorer ici, c'est si ce que M. Bayala vient de dire est avéré. Moi, je suis offusqué du fait que nous vivons une situation pareille où vraiment il fallait entamer un dialogue avec les acteurs voilà, de l'industriel ou bien les acteurs des vivres de première nécessité et ne pas travailler à inclure les réseaux des consommateurs. Sincèrement, je suis outré et
le ministre du Commerce, je pense qu'il a interpellé et tous les techniciens qui sont autour de son ministère. Parce que quand on parle de la refondation, quand on parle de la restauration, pour moi, c'est une restauration des valeurs. Et pour restaurer les valeurs, il faut voilà, accepter chacun selon ses mérites. Et pour entamer ce dialogue-là, moi, je pense qu'il est impérieux qu'on puisse inclure le réseau des consommateurs. Donc, c'est ce que je tenais à dire à l'entame. Maintenant, pour revenir à la situation, moi, je l'ai toujours décrié. Bon, souvent, moi, je dis des choses qui offusquent des gens, ou qui les frichent, mais c'est leur affaire. Vous savez, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est l'aspect sécuritaire alimentaire, là. Sécurité alimentaire, c'est dû au fait que certains se croient super burkinabés et d'autres des moins. Pourquoi je dis cela? Depuis l'arrivée du président Blaise Compaoré en 1987, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des opérateurs économiques qui ont toujours profité des avantages du président Blaise Compaoré. Quand le président Blaise Compaoré a été déchu en 2014, ces mêmes opérateurs économiques sont allés s'allier derrière le président Roch Kaboré et qui continuent de bénéficier des mêmes avantages. Et quand le président Roch Kaboré est parti, c'est les mêmes là qui continuent de faire la queue leu devant le président Damiba pour empêcher non seulement les jeunes qui veulent émerger, les jeunes commerçants qui veulent aller de l'avant, les empêcher de poser, de s'asseoir et de s'imposer. Parce que non seulement eux, ils ont hérité des avantages durant 30 ans. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de mener un combat pour leur progéniture au détriment des jeunes éveillés et engagés comme vous et moi. Donc c'est de dire, si le président Damiba ne prend pas garde, si le président Damiba ne prend pas ses responsabilités de dépouiller ces gens-là de leur pouvoir, quand je dis dépouiller de leur pouvoir, je ne demande pas d'arrêter qui que ce soit ou de prendre son bien. Non, les avantages qu'ils avaient. Parce que quand on est opérateur économique au Burkina, bon, ça je le dis et je me l'assume. Quel est le type d'avantage que vous voulez évoquer ici? C'est ça, je tente d'expliquer. Oui, allez-y. Même sous le président Blaise Compaoré, il y avait des opérateurs économiques dans ce pays-là. S'il y a un marché de l'État qui avait le monopole, voilà, qui avait le monopole, s'il y avait un marché de l'État de plus de 500 millions, vous et moi, on ne peut pas avoir ce marché. Il y avait un cercle qui avait été conçu entre les opérateurs économiques. Il se fait le ping-pong des marchés. C'est des super burkinabés en quelque sorte. Sous le président Roch, ce même comportement est continué. Et moi, l'autre, en tant que leader d'OAC, et en tant qu'un homme qui est issu de la nouvelle génération, je serai contre ces pratiques-là. Il faut qu'on travaille à dépouiller ces gens-là de leurs avantages. Ils n'ont qu'à accepter qu'ils ont hérité des avantages de ce pays il y a 30 ans de cela. Il est temps pour eux de se mettre à l'écart et permettre les jeunes commerçants qui sont en train d'exceller, de pouvoir avoir les mêmes avantages que pour le bien de l'ensemble des Burkinabés. Monsieur Isiaka Ouedraogo, d'après l'OTA, ce sont des opérateurs économiques depuis 30 ans qui martyrisent, ou si vous voulez, qui ont la mainmise sur l'économie, ou qui impriment leur marque sur ce que l'économie burkinabé devrait être, sur ce que le consommateur doit être. Ben, moi, je n'ai pas une connaissance de ce domaine, mais je vais tout simplement dire qu'un chef de famille ne saurait instaurer la discipline dans sa famille si lui-même n'est pas discipliné. C'est pour tout simplement dire quoi? C'est pour tout simplement dire que nous avons un gouvernement qui n'est pas à la hauteur de la tâche. Nous avons un gouvernement et c'est honteux, c'est honteux. Moi, je ne peux pas comprendre qu'on me dise aujourd'hui que le gouvernement a réuni les acteurs économiques et qui n'ont pas pu trouver un consensus. C'est vraiment regrettable, quoi. C'est regrettable. De tous les gouvernements passés, au moins, il y a un minimum de solutions qu'ils trouvent entre eux. En entendant maintenant de pouvoir revoir les points chauds sur lesquels ils peuvent en fait trouver des consensus dans les jours à venir. Mais les points essentiels sur lesquels ils peuvent se pencher pour en fait, bien sûr, diminuer la souffrance de la population, en tout cas, ces points-là sont vite réglés. Quel que soit le degré en fait, de gravité, en tout cas, le gouvernement trouve une solution. Mais ce gouvernement ne trouve pas ce minimum de solutions entre les acteurs. On nous ramène encore à plus tard et pour aller revoir. Donc, c'est pour tout simplement dire que c'est pour encore dire que et c'est pour répéter ce que j'ai toujours dit, c'est l'amateurisme dans ce gouvernement. Oui. Je continue. Allez-y. Mais je ne peux pas comprendre que, vous savez, je l'ai dit ici la dernière fois, mais si l'OTA fait une boulangerie, mais l'OTA c'est un opérateur économique, il fait sa boulangerie
Mais c'est pour avoir des gains. Ce n'est pas sur une base sociale. Il n'y a pas l'action sociale pour distribuer du pain cadeau. Mais les boulangers, ils exploitent du blé et les matières premières pour faire leur pain. Mais ce n'est pas seulement les boulangers. C'est à tous les niveaux. Aujourd'hui, regardez le secteur économique. Tout a augmenté. Tout a augmenté. Et même encore, par exemple, vous avez en fait nos mets locaux là. Mais c'est grave. Aujourd'hui, tu as la tomate. La tomate, on m'a dit la dernière fois que 3 tomates, tu as la tomate à 200, 3 tomates à 200 francs. 3 boules de tomates. Mais ça ne vient pas de l'Ukraine, la tomate. Mais tout ça, c'est dû à quoi? C'est dû justement au fait que, voilà par exemple, voilà un exemple tangible ici. M. Bayala qui est là. Comment se fait-il que le gouvernement, dans tout ça, ne travaille même pas avec la Ligue des consommateurs pour avoir un aperçu de la situation nationale dans le domaine? Parce qu'ils ont l'expérience à revendre. Mais ils n'ont aucune expérience. Je suis désolé, ils n'ont aucune expérience en la matière. Il faut en fait s'entourer de ceux qui ont l'expérience, qui peuvent vous donner aussi leur avis par rapport à la situation qui sied à nous. Mais si vous pensez que tous ceux qui sont là, tous les autres acteurs là, sont en fait des ennemis, et que vous devez travailler et seul pour que le pays s'en sorte, mais là, ce n'est pas possible. D'accord. Monsieur Abraham Badolo. Oui, monsieur Abraham Badolo, les prix ont augmenté d'une manière incroyable. Vous savez... Est-ce que vous savez, par exemple, que quand vous allez aujourd'hui pour laver votre véhicule, certainement que vous le faites, vous n'êtes plus au même prix. On vous dit que ça a augmenté pour le lavage du véhicule. Je vous dis que nous vivons cela au quotidien. Raison pour laquelle nous nous attelons chaque fois lors de nos émissions à dénoncer l'augmentation, je dirais, comment qualifier, sauvage de la montée des prix dans notre pays. Oui, mais est-ce que là, ce n'est pas... Est-ce que là, on ne revient pas... Est-ce que là, on ne revient pas... on ne rejoint pas monsieur Barrian Lota qui pense... Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec mon camarade Lota parce que au-delà de nos casquettes de société civile, de leaders d'OSC, nous sommes des opérateurs économiques et des chefs d'entreprise. Nous savons comment nous nous démerdons dans ce pays pour avoir les marchés. Nous savons comment nous sommes discriminés quand on lance les marchés. Donc, je sais de quoi il parle et ce qu'il dit est vraiment avéré. Il faudrait que Damiba mette en place un système pour permettre à la nouvelle génération d'hommes d'affaires d'émerger. Parce que à ce jour, si vous n'avez pas un mentor comme opérateur économique, c'est très difficile pour vous de pouvoir évoluer sans ne pas être accompagné par ces gens-là. Et à la limite, ce que nous gagnons, je dirais que ce sont des miettes. Parce que les gens au sommet se partagent les gros marchés et ils laissent les miettes pour les jeunes. Pendant que c'est nous qui connaissons la réalité, pendant que c'est nous qui sommes en contact direct avec les jeunes qui sont comme nous, parce que nous faisons de l'emploi, nous créons de l'emploi également. Donc je suis d'accord, parfaitement d'accord avec lui. Je dirais que c'est une aubaine que le président Damiba doit saisir pour pouvoir changer le domaine économique. Pour revenir un peu à la cherté de la vie, je dirais que le véritable problème est que nous avons un gouvernement, je dirais, qui n'est pas vraiment, Isaac a dit le mot, inexpérimenté. Parce que, comme mon ami Bayala l'a dit, c'est-à-dire tous les pays voisins ont pris conscience de la cherté de la vie et ils ont pris des mesures. Ils ont discuté avant avec les partenaires économiques avant de prendre certaines mesures. Chez nous, ça n'a pas été le cas. Nous avons attendu, quand vous prenez un peu le prix, l'augmentation du prix du carburant. C'est après l'augmentation du prix du carburant que le gouvernement a convoqué les partenaires économiques pour discuter avec eux, pour savoir comment faire pour soulager les populations par rapport à la répercussion que ces prix allaient engendrer. Ce n'est pas normal, c'est le l'amateurisme. La règle aurait voulu qu'avant une telle augmentation, on rencontre d'abord le monde économique, discuter avec le monde économique, trouver une solution convenable et avant maintenant de lancer l'augmentation pour permettre aux populations quand même d'être soulagées.
ça n'a pas été le cas. Et moi, quand vous regardez, depuis que le président Damiba est arrivé, nous avons l'impression que tous ceux qui ont été responsabilisés comme ministres n'ont pas l'ampleur vraiment ne prennent pas vraiment conscience de l'ampleur, de la gravité de la situation. Raison pour laquelle moi j'ai toujours martelé et demandé que Damiba essaie de travailler et doit travailler pour le bonheur de la population avec des patriotes, des gens qui viennent pour l'amour du pays d'abord et des gens qui connaissent et qui savent que la situation est difficile. Il faut que nous tous, nous puissions faire des efforts pour que le Burkina Faso puisse avancer. On ne peut pas me demander, en tant que chef d'entreprise, qui fait des efforts pour chercher des vies pour aider les déplacés, de continuer à faire des efforts pendant que les ministres viennent toucher des salaires colossaux. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas admissible. Et moi, je dirais que ce que nous ne voyons pas chez Damiba, jusqu'à l'heure actuelle, c'est le fait qu'on ne voit pas en lui un homme de poigne. Je suis président du Faso, je viens après un coup d'État, je nomme des gens, avant de vous nommer, avant de nommer par exemple mon camarade Lota, je l'appelle, je dis monsieur Lota, j'ai besoin de vos compétences par rapport au secteur économique. Vous savez avec moi que la situation est difficile, le pays n'a pas d'argent, le pays est attaqué, nous avons besoin d'argent pour l'équipement militaire, nous avons besoin de l'argent pour galvaniser nos soldats qui sont au front, nous avons besoin d'argent pour nous déplacer internes. J'ai besoin de votre contribution, mais pour l'effort de guerre et pour votre patriotisme, je vous donne tel montant. Êtes-vous d'accord ou pas? Si M. Lota trouve que ça ne convient pas, il dira que « Ah, monsieur le président, je suis désolé, je vous aime bien, j'aime le Burkina, je vais apporter mes compétences, mais en étant en l'écart, mais ce prix ne m'arrange pas. » Et on passe à une autre personne. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, au Burkina Faso, nous avons tendance à nous accuser mutuellement par rapport aux différents échecs. Mais le problème, c'est que c'est parce que ceux d'en haut ne donnent pas l'exemple. D'accord. Allez, on a compris. Oui, je voulais faire une précision à la décharge du gouvernement. En fait, le gouvernement a reçu au titre des organisations de défense des droits des consommateurs la Ligue des consommateurs du Burkina Faso. Mais elle n'a pas reçu toutes les autres. Je parle du réseau national des consommateurs du Faso que je préside, RENCOF. Je pense également à l'association des consommateurs du Burkina Faso. Je pense également à l'organisation des consommateurs du Burkina Faso. Je pense également à Vigie Consommation, ayant pour cri quelque chose du genre. Je voudrais, si vous permettez, avancer quelque peu et puis dire, en réalité, quand on fait une bonne lecture, c'est le gouvernement qui est en train d'organiser la surenchère, la vie chère au Burkina Faso. Avant même l'augmentation des hydrocarbures, les prix flambaient de 250%, 150%, 250%. Et avec l'augmentation des hydrocarbures, nous sommes dans une spirale. Tenez-vous bien. Un pays comme le Niger importe le mil et le maïs au Burkina Faso. Mais nous avons décidé de la fermeture de nos frontières. Le Niger n'arrive plus à importer. Mais allez-y sur les marchés du Niger. Le maïs coûte aujourd'hui 31 750 francs. Chez nous, nous sommes à 33 000, 35 000, 36 000. Le mil, le Niger, ils sont à 32 000. Nous sommes à 35 000, 36 000. Le haricot, le plat, 3 kg. Aujourd'hui, il faut 2 000 francs CFA. Vous ne pouvez plus acheter le benga de 100 francs hier. C'est terminé, c'est hier, c'est un passé lointain. Il faut au moins 150, 200 francs pour avoir un plat de benga. Le litre d'huile, aujourd'hui, il faut combien? 1750, 1800, 2000. Et quand je fais la comparaison au niveau du riz, 1 kg de riz au Mali, sous embargo, il faut 500 francs. Mais chez nous, il faut le double pour avoir le kilogramme du riz. 1000 francs? On va où? Est-ce que 1000 francs? On va où? Le double, c'est 1000 francs. Je fais dans l'extrapolation. Mais on va où? En fait, il se pose un problème sur les marchés. Il n'y a pas de contrôle. Nous l'avons dit, nous l'avons répété. Il n'y a pas de contrôle. Les commerçants font à leur tête comme ils l'entendent. Et nous demandons au gouvernement ici d'intensifier, de multiplier les contrôles. Nous sommes des associations de défense des droits de consommateurs, nous sommes nombreux. Il se pose un problème d'effectif. Nous sommes reconnus par la loi.
qu'on donne, pas forcément nous, mais aux autres si besoin. D'ailleurs, même la Ligue est reconnue comme association d'utilité publique. On peut donner le pouvoir de contrôle aux agents. On va renforcer les équipes du gouvernement. Nous sommes là pour la défense des intérêts des consommateurs. Eux, assurer le bien-être des Burkinabés. Mais on n'a pas l'impression qu'ils sont là pour assurer le bien-être des Burkinabés, nos autorités. Au-delà des contrôles des boutiques, il faut intensifier les contrôles au niveau des stations, au niveau des boulangeries. Parce qu'en réalité, le prix du pain a augmenté. C'est le 180 grammes qui devait être vendu à 150 francs. Mais aujourd'hui, en réalité, c'est peut-être le 125 grammes qui est vendu à 150 francs. Mais allez-y au Mali. Le 125 grammes est vendu à 100 francs au Mali. Et c'est le 300 grammes qui est vendu à 200 francs. Il y a eu augmentation du prix du pain. Et le gouvernement ne fait rien. D'accord. Oui, oui, 30 secondes, parce qu'on va passer à un autre sujet, M. Baria. Merci. Voilà, c'est avec la dernière intervention de M. Bayala, ça vient consolider ce que j'avais dit. Quand on prend l'exemple sur le Mali, je pense qu'il y a certains Burkinabés qui tentent de vouloir comparer les deux pays. Et pourtant, ce n'est même pas à comparer. La culture malienne, c'est le pardon, la résilience, l'acceptation de l'autre et la cohésion, le vivre ensemble. C'est la culture du Mali. Par contre, ici au Burkina Faso, quand ce n'est pas moi, que ça ne marche pas. C'est cette habitude qui nous anime tous. Quand il y a eu l'embargo au Mali, les opérateurs économiques maliens se sont mobilisés pour dire, Président Goïta, allez-y, nous sommes derrière vous, nous allons vous accompagner. Est-ce que depuis l'arrivée de ces nouvelles autorités-là, c'est quel opérateur économique, même nanti qu'il soit, qui a dit non, monsieur Damiba, vous venez d'arriver, voilà ce que nous pouvons faire pour vous accompagner, si ce n'est de courir derrière eux pour demander des avantages. Donc c'est de vous dire que les analyses que je parle sur ce plateau-là, que ce soit le président Damiba ou l'ensemble de son gouvernement, a intérêt de nous écouter tous. Parce que si on est un président d'un pays, on est appelé à accepter tout le monde et à écouter les observations et les critiques de tout un chacun. Et je suis parfaitement d'avis avec toutes vos analyses, mais à un moment donné, acceptons que nous-mêmes, en tant que population, nous ne travaillons pas à permettre à ces nouvelles autorités-là de pouvoir réussir leur mission. Merci à vous tous pour les analyses. Et nous allons passer à un autre sujet. Alors, toujours au plan national, le Premier ministre, le docteur Albert Ouedraogo, a fait circuler une note pour interdire désormais les activités politiques dans l'administration publique burkinabé. On en parle sur ce plateau à Cette Afrique avec d'abord M. Abraham Badolo. Une bonne nouvelle, une bonne décision? Bon, une bonne décision comment? C'est un non-événement pour moi. Le Burkina Faso, à l'heure actuelle, et ce qui on n'a pas besoin, pour vous, on n'a pas besoin de ça. Justement, ce qui préoccupe le Burkinabé lambda à l'heure actuelle, c'est la sécurité. Mais ça rentre dans le cadre de l'assainissement, les gens n'arrivent plus à aller dans leur village. C'est ce qui intéresse aujourd'hui les gens. La vie devient de plus en plus chère sans que le gouvernement ne trouve les solutions qui sied. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous regardez même la vie politique, elle n'est vraiment pas alimentée. Parce qu'à l'heure actuelle, les gens ne se préoccupent pas de faire de la politique. C'est la survie même du pays qui incombe les gens. Est-ce que vous comprenez? Mais je dirais que c'était déjà prévisible. C'était prévisible, mais pour moi, ce n'est pas le plus important. Pour moi, il faut vraiment aller au-delà. Parce qu'actuellement, je vous dis que si on ne trouve pas une solution contre cette vie chère-là, elle risque de se retourner même contre le président Damiba. Parce qu'il y aura un temps où les gens ne pourront plus Monsieur Abraham Badolo, je crois qu'on a épuisé le sujet. C'est un sujet qui est très important. C'est ce qui nous intéresse. On ne finira jamais donc d'évoquer le sujet. Monsieur Isiaka Ouedraogo, alors il faut éviter donc la coloration politique dans l'administration. Bon, je crois que, éviter les colorations politiques dans l'administration, le président Damiba avait donné le temps depuis sa prestation de serment devant la Cour constitutionnelle, où il avait dit que la dépolitisation de l'administration fait partie, en tout cas, des priorités de sa gouvernance.
Alors donc après ça n'est suivi, après la nomination du ministre de la fonction publique, le ministre de la fonction publique a initié un projet dans ce sens et il a soumis au Premier ministre. En fait voilà, donc la décision a été prise. Je crois que bon, mais maintenant je pense qu'il y a lieu ici en fait de définir aussi, il faut définir un peu ce que c'est que l'administration. L'administration c'est quoi? L'administration publique c'est quoi? L'administration est un instrument en fait mis en place, hein, et est un instrument que les gouvernants mettent en place dans l'exécution de leur politique. C'est ça la définition de l'administration publique. Donc ça veut dire que c'est un outil des gouvernants pour mettre en exécution leur programme. Mais si on s'en tient, maintenant à cette définition, et qu'on me parle de dépolitisation de l'administration, pour moi ici, il y a un problème, il y a une nuance ici, il y a un problème ici. Parce que vous savez, vous, M. Kaboré, alors, M. Damiba, je viens tout de suite. Est-ce que quand par exemple, quand le MPSR parle de la dépolitisation de l'administration, mais qu'est-ce que le MPSR dirait de la militarisation de notre État? Autant il faut parler de la dépolitisation de l'administration, parlons le plus criard ici, c'est la militarisation de notre État. Qu'est-ce qu'ils disent de la militarisation de notre État? Je pense que ça, c'est un problème très sérieux. Pendant que nous, on a des problèmes avec les djihadistes, les terroristes, on est en train de militariser notre État, à tel point que ceux qui doivent en fait même servir de base de combat des terroristes ne sont plus en fait, sont à des postes de responsabilité administrative. Je continue. Mais je vais tout simplement dire quoi? Je vais dire que je suis d'accord qu'on me dise par exemple qu'il faut en fait, au niveau de l'administration, il faut éviter de mener des activités politiques dans nos services publics et l'accepter en dehors de nos services publics. Parce que c'est les mêmes qui joueront, c'est le même qui joue les deux rôles. Oui, mais en réalité, c'est ce que la note veut dire. Mais non, même si la note veut dire, ce que la note est en train de dire, il faut que la note en fait spécifie un certain nombre de choses. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Oui. Un chef de famille ne saurait instaurer la discipline dans sa famille si lui-même il n'est pas discipliné. Aujourd'hui, quand ce que vous êtes en train de dire, mais c'est pas vrai, parce qu'eux ils font quelque chose, ils sont contraires. Mais quand ils sont venus, les DG qu'ils ont sauté, ceux qu'ils ont nommés, c'est pas des politiques. Les postes de DG, c'est pas des postes de politique. Mener des activités. Alors, mais attendez, les MPSR. En quoi est-ce que le MPSR est différent du MPP ou du CDP? D'accord, alors, on a compris. Monsieur Lota, Baria? Ok, je dirais même sans objet parce que la dernière intervention de M. Ouedraogo a pris en compte ce que je voudrais dire, qui est de reconnaître que le communiqué du Premier ministre ne tente pas de dire de dépolitiser l'administration, mais de ne pas tenir des activités politiques dans l'administration. C'est ce que le note tente de dire. Et vous savez, c'est un gouvernement de transition. Dans un gouvernement de transition, il y a certaines mesures qui doivent être prises pour qu'au soir de leur départ, qu'ils puissent avoir un rapport à fournir. C'est de ça qu'il est question. Je suis d'accord qu'il faut travailler à avoir tout le monde. Je suis contre la division, je suis contre l'exclusion. Dans un État, on ne peut pas vouloir travailler avec, comment on appelle ça, une seule couche, voilà, que tu sois militaire ou pas. Nous sommes dans un pays de droit et chaque Burkinabé a le devoir et le droit de travailler à contribuer pour le développement de son pays. Mais maintenant, comme je l'ai dit, c'est un gouvernement de transition. Dans un gouvernement de transition, il y a des mesures qui doivent être prises pour permettre à ces gouvernants-là de pouvoir mener à bien leur mission. Voilà. Alors, M. Bayala? Bon, je voudrais faire remarquer que nous avons besoin d'institutions fortes, portées par une administration organisée, structurée, avec des cadres compétents. Cette remarque faite, j'ai envie de dire que la note du Premier ministre, pour moi, c'est un non-sens. En cela que, dans le prolongement des idées de Badolo et de M. Issaka, je me demande si elles ont pris réellement la mesure du mal qui ronge notre administration. Au-delà de la politisation, il y a des cancers. C'est le népotisme, c'est le favoritisme, c'est le clientélisme et le suivisme. Voici des mots qui minent notre administration. Et je vais m'expliquer.
politisation, dans le concept de politique, c'est quoi? Ceux qui choisissent de ne pas faire la politique font la politique. Moi qui ai choisi de défendre les intérêts des consommateurs, je fais la politique. Tout choix est politique. Et je vais lui donner quelques exemples. Quand vous prenez aux États-Unis, il y a le système de spoil system. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Quand les démocrates remportent les élections, les républicains commencent à faire leur bagage pour dégager. L'administration est politique. Même en France, quand En Marche remporte les élections, quand les républicains remportent les élections, quand les socialistes remportent les élections, on va chercher des cadres d'obédience socialiste et avec les partis affiliés. On vient de le constater avec En Marche, qui a fait des débauchages. Damien Abbas, par exemple, qui a été exclu clairement de l'UMP, président lui-même du groupe parlementaire. Dans l'administration elle-même, la question de la dépolitisation, c'est un non-sens. Et je voudrais parler encore des exemples de chez nous. Quand lui-même, Damiba, il est arrivé, il parle tantôt de népotisme, de clientélisme et de favoritisme. On parlait des nominations à la tête des ministères, des directions générales. On le suspecte d'avoir nommé ses proches. Bien sûr. Quand le MPP était aux affaires hier, dans ce pays, on a vu des jeunes cadres du MPP se mobiliser pour demander aux responsables du MPP de nommer les militants et les jeunes du MPP parce qu'ils ne comprenaient pas des gens qui venaient des circuits parallèles. Ils ne comprenaient pas. Donc en réalité, la question n'est pas politisation. Mais la question qui se pose chez nous, c'est le népotisme, le favoritisme et le clientélisme. Pour finir, nous avons une administration sclérosée, lourde, avec des gens aux responsabilités incompétents. Je le dis avec force. Prenez la plateforme revendicative de l'Union d'action syndicale. Il y a 20 ans, il y a 10 ans. Comparez-la avec celle qu'on va proposer aux nouvelles autorités. Il n'y a pas eu changement. Mais à qui la faute? Aujourd'hui, si Damiba commet des impairs, des fautes, ce n'est pas un génie, ce n'est pas un savant. C'est son entourage. C'est les mêmes cadres-là qui sont là. Le Premier ministre, c'est les mêmes conseils, les mêmes. Et ces gens-là, qui sont aux responsabilités, ils tapent sur leur expérience. Il y a longtemps, nous, on fait comme ça. C'est comme ça on fait. Et puis, on n'avance pas. Donc aujourd'hui, au-delà de la politisation, il faut questionner les choix qu'on fait. Il faut questionner le népotisme, le favoritisme, le clientélisme et permettre, vous l'avez dit, aussi bien au niveau du commerce qu'au niveau de l'administration, aux jeunes cadres compétents. Il arrive qu'ils vont dire aux autorités, ah lui là il est contre nous, ah lui là il ne vous aime pas, ah lui là il a fait comme ça. Sans comprendre, ces autorités-là aussi, peut-être, je ne vais pas le dire ici, elles vous excluent du système. Alors que tout système bien organisé, on le dit d'ailleurs dans les ressources humaines, vous avez besoin des gens pour amuser la galerie. Des gens pour être durs, méchants, sévères. Des gens pour détendre l'atmosphère. Dans tout pouvoir, il faut des contre-pouvoirs pour que vous ayez des positions éclairées qui servent l'intérêt général. Mais quand vous avez des gens qui sont portés par leur intérêt égoïste, les résultats sont là. Donc au-delà de la dépolitisation, il faut cerner tous ces problèmes-là pour avoir une administration, j'ai envie de dire, compétente, portée par le service public et l'intérêt supérieur de la nation. Merci, monsieur Bayara. Alors, on va faire un dernier tour de table. L'émission arrive à son terme. On commence par monsieur Abraham Badolo. Vous savez, monsieur Bayara, mon frère Bayara a bien dépeint la situation. Moi, je dirais, ce qu'il faut aujourd'hui au Burkina Faso, c'est de responsabiliser les gens qu'il faut, les mettre à la place qu'il faut. Parce que nous avons l'impression que depuis belle lurette, on ne responsabilise pas les gens à travers leurs compétences. On les responsabilise parce qu'ils sont proches peut-être du directeur ou du ministre ou du parti politique qui gère les affaires du moment. Pourtant, c'est remettre en réalité le pays en retard. Parce que quand vous nommez quelqu'un qui n'a pas la compétence qu'il faut, qui sied, qu'est-ce que la personne va apporter de constructif? Rien. Donc, il faudrait au-delà de nos intérêts personnels toujours primer l'intérêt général et l'intérêt supérieur de la nation. Tant que
nos hommes, ceux qui nous gouvernent, ne vont pas comprendre cela, nous allons toujours être là à dénoncer, à critiquer, à revenir sur les anciennes choses en réalité. Parce que tant que les gens, d'abord même, comme il a dit, c'est le système africain que nous devons changer. Parce que nous avons l'impression que quand quelqu'un arrive aux affaires, quand il s'assoit sur le fauteuil, il regarde d'abord ceux qui sont autour de lui, pour d'abord les satisfaire. Qu'ils soient compétents ou pas, pour lui non, il faut satisfaire mes proches. D'abord, parce que c'est moi qui suis aux affaires, si je ne les satisfais pas, que demain je ne suis plus là, ils vont s'en prendre à moi. Il faut que cette mentalité change. Nous sommes tous burkinabés, nous avons tous les mêmes droits, nous devons tous jouir des mêmes avantages à travers dans nos différentes compétences. Il est important que le président Damiba relance cette dynamique au sein des Burkinabés. Savoir que quand on nomme quelqu'un, quand on doit nommer quelqu'un, même s'il n'est pas d'accord, d'avis avec votre façon de gérer et qu'il est apte et compétent à faire un bon travail, on ne doit pas hésiter. Monsieur Issaka Ouedraogo. Je voulais dire que l'administration républicaine repose sur 3 principes. Le principe de la légalité, le principe de la continuité, le principe de l'adaptation. Voici des principes sur lesquels l'administration publique repose. Mais les mots, on parle de la politisation de l'administration, mais il y a d'autres mots qui minent l'administration, Lothar. Vous avez, vous, les OSC. Les OSC, les opérateurs économiques, comme vous l'avez cité tout à l'heure. Vous avez la chefferie traditionnelle coutumière. Et voilà des mots aussi qui minent notre administration. Quand on va prendre cas par cas, je peux vous développer, mais comme on n'a pas assez de temps, on n'a pas le temps pour développer cas par cas. Donc voici, en fait, tout ça, c'est des mots qu'il faut voir. Mais moi, je pense que sinon, quand on parle de la politisation, là, je pense que ça, c'est... Non, non, c'est pas... On est tous politiques, hein. D'accord. Monsieur Bayala, allez-y. C'est le tour d'étape. Bon, ce que je dois dire, c'est qu'il y a des nominations qui ont été faites. Bon, elles ne rencontrent pas notre assentiment, je dois le dire, hein, pour certains cas. Et j'ai envie de dire que le MPSR nous a bluffés. Parce que dès leur avènement, on a demandé à tous les ministères de transmettre la liste de 3 personnes compétentes. Mais nous avons rêvé, nous avons espéré, nous sommes laissés avoir. Pour nous, les premiers responsables des ministères et des institutions viendraient des rangs de ces hommes-là, qui allaient produire de la réflexion, de la matière, qui allaient servir de cadre d'évolution de l'administration du Burkina nouveau. Mais est-ce qu'il y a eu des cas de concertation? À ma connaissance, non. Est-ce que de la réflexion a été produite? À ma connaissance, non. Est-ce que ces gens-là sont consultés? À ma connaissance, non. Pourquoi a-t-on demandé de transmettre la liste de 3 personnes par ministère? On a même bluffé les intéressés. Vous causez avec ces derniers, on n'a jamais été consulté. Pour moi, les secrétaires généraux, par exemple les inspecteurs généraux des services techniques, certains viendraient de leur rang. Parce qu'on estime que ce sont des gens qui sont probes, honnêtes, compétents, disponibles. Je suis de l'administration publique. Il y a des choix qui méritent d'être questionnés. Leur passé parle tellement fort. Donc, moi j'ai envie de dire, c'est pas tard pour bien faire. Hein. D'accord. Alors pour les dominations à venir, il faut aller chercher les cadres. Monsieur Baguia, allez-y. Ok, moi à la sortie de ces débats, voilà ce que je retiens. Je retiens que voilà, les différentes propositions est que le MPSR doit faire une large ouverture, ils doivent travailler avec tout le monde. C'est ce que moi aussi je constate, c'est tout à fait normal, c'est naturel, nous sommes tous des Burkinabés et tant qu'il y a des compétences, je ne vois pas en quoi chacun ne pourra pas contribuer pour le développement de notre pays. Secondo, ce que j'ai retenu aussi est qu'il est inévitable et ça doit être l'une des priorités du président Damiba, la rupture générationnelle. Il faut qu'il y ait une rupture générationnelle. J'ai du respect et de la considération pour nos aînés, pour ceux qui nous ont devancés dans les affaires. Ils ont fait de leur mieux, ils ont usé de leur intelligence pour pouvoir contribuer pour accompagner notre pays. Mais il est arrivé un moment où
où ils doivent accepter qu'ils sont déconnectés, où ils doivent accepter qu'ils sont épuisés et laisser la place à la nouvelle génération. Et en même temps, il est aussi de notre ressort, qui sont issus de cette nouvelle génération-là, de travailler à avoir la confiance de la masse, de travailler à avoir la confiance de la population, pour qu'à un moment donné, s'il faut coopter quelqu'un, c'est sur la base de sa compétence. Maintenant, pour terminer, voilà, je dirais que voilà, je ne demande pas à l'ensemble des Burkinabés d'être tendre avec le MPSR, d'être tendre avec les nouvelles autorités, mais je leur demande juste, d'être honnête et d'être compréhensible pour pouvoir permettre à ces nouvelles autorités-là de pouvoir mener à bien leur mission pour la satisfaction de l'ensemble des Burkinabés. Merci à vous, M. Abdou Karim Barya Dilota. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement de libération du Burkina Faso. Oui, exactement. Vous êtes également opérateur économique. Merci à M. Adama Bayala. Lui, il est journaliste, il est auteur d'un livre. Le livre est intitulé... Trois livres. Trois livres maintenant. C'est Sous la barbe du diable. D'accord. Allez, merci et bon courage. Merci à vous d'être venu. Alors, M. Isiaka Ouedraogo, merci également à vous d'être passé par là. Vous êtes opérateur économique. Alors, M. Abraham Badolo, merci également à vous d'avoir renouvelé votre présence sur ce plateau. Vous êtes également opérateur économique. Mesdames, Messieurs, c'est ici que l'on s'arrête pour cette émission du jour. Nous sommes dimanche 5 juin 2022. Merci pour votre attention. On se donnera rendez-vous, si Dieu le veut, le dimanche prochain pour évoquer d'autres sujets d'actualité sur le plateau de l'émission 7 Afrique sur la chaîne africaine de télévision LCA. Bonne suite de programme. Au revoir.